Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je suis avec Benjamin Lazare dans le théâtre de l'Athénée pour parler de ces deux pièces qui sont L'autre monde, une reprise, et Mal d'Aurore, une création. Benjamin Lazare, vous êtes comédien, metteur en scène de pièces de théâtre et d'opéra en France et à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter pour la nouvelle décennie qui arrive? Vaste question, mais je ne sais pas, justement. Là, je me suis vraiment consacré à cette reprise et à la création de Mal d'Aurore. Et je me suis dit que j'allais, une fois passé cette immersion dans ces deux textes, réfléchir à la suite, effectivement, peut-être d'une façon plus vaste, mais je ne sais pas encore, il y aura sûrement des projets théâtraux, des projets musicaux d'opéra, et puis, comme toujours, des projets qui mêlent les deux. Avec le spectacle État et Empire de la Lune, je trouve que vous êtes totalement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'esthétique. La scène est plongée dans le noir, il y a tout le rapport historique qui moi m'a beaucoup plu, la restitution de la langue du XVIIe. Est-ce que c'est important pour vous justement de redonner une place historique, presque scientifique finalement, dans une représentation aujourd'hui? C'est une démarche de création contemporaine, une démarche d'immersion dans un univers, avec l'idée de créer une réalité différente, de révéler d'autres choses du monde que la réalité quotidienne. Cette démarche passe par un certain nombre de recherches historiques, héritières pour moi du travail de Jane Green, qui est metteur en scène, écrivain et maintenant depuis de nombreuses années réalisateur de cinéma. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment des éléments du passé peuvent aujourd'hui créer un décalage, un choc par rapport à la vie habituelle, disons. Pour moi, la modernité, c'est justement un choc. Donc, ça fait partie d'un langage contemporain. Sur la pénombre, effectivement, ça fait partie des décalages, mais je ne suis pas le seul à travailler sur la pénombre. Là, il se trouve que c'est la pénombre travaillée à la bougie, avec ce jeu de clair-obscur, avec une grande part du théâtre qui est laissé dans le noir. Pour moi, c'est un espace d'imagination laissé aux spectateurs, mais il y a d'autres moyens pour aussi obtenir ce contraste qui sont utilisés par d'autres metteurs en scène. Ce qui m'a vraiment frappé dans Les États et Empire de la Lune, c'est l'extrême actualité du texte. Une référence peut-être à du végétarisme, à l'homosexualité, à la religion, qui est un problème quand même assez majeur aujourd'hui. Il y a beaucoup de thématiques actuelles. Est-ce que justement ça a pu motiver la volonté de reprendre ce spectacle ou pas du tout? C'est un spectacle qui nous accompagne avec l'ensemble La Rêveuse depuis 15 ans maintenant. Je l'ai créé en 2004, ça fait vraiment partie de mes premiers spectacles professionnels. Et ça fait depuis 2008 qu'on le joue à l'Athénée, c'est la deuxième reprise. Ce qui conduit vers un texte, c'est pas tel ou tel point d'actualité, c'est plus profond que ça en fait. C'est qu'il y a quelque chose dans le texte, un sentiment un mystère, quelque chose qui nécessite d'aller voir sur scène ce qui va se passer. Les points de résonance d'un texte avec d'abord moi, mes partenaires et puis le public, c'est difficile de le quantifier, de dire c'est telle ou telle chose. D'abord ça évolue. Justement, j'ai vu sur les 15 ans que le texte résonnait différemment. Et effectivement, aujourd'hui, il y a ce point sur le véganisme, mais qui est même plus loin que ça, puisque Cyrano imagine même un monde où on attend que les légumes meurent d'eux-mêmes pour les manger, pour éviter leur souffrance. Donc il va encore plus loin dans le respect du vivant. Il y a aussi cette tirade sur le respect que les vieux doivent aux jeunes, qui résonne aussi assez fortement en ces temps de mobilisation de la jeunesse importante, notamment autour de la question climatique. Mais encore une fois, ce n'est pas tel ou tel point qui fait la résonance d'un texte, c'est parce qu'il y a des choses qui se font bien sûr au niveau de la société, mais aussi au niveau intime, et je dirais même à chaque représentation, c'est différent. Moi j'avais une question sur Mal d'Aurore, parce que c'est un texte que j'aime beaucoup. Dans le programme de l'Athénée, on met en lien les deux textes, mais vraiment de façon intrinsèque. Pourquoi ces deux textes seraient-ils complémentaires
En quoi ils le sont? Pourquoi les mêler aujourd'hui? Pour ma part, en tout cas, c'est une envie, après avoir passé toutes ces années avec Cyrano, le fait que ce soit comme une espèce de frère imaginaire qui m'accompagne et que j'ai toujours plaisir à retrouver, je me suis dit, bon, quel est l'auteur avec lequel j'aimerais passer du temps? Lautréamont, Isidore Ducasse, est venu d'abord comme un opposé spatial, parce qu'il y avait cette idée d'envoler vers la Lune, et chez Lautréamont, il y a cette plongée dans l'océan, qui sont aussi les profondeurs du cœur humain, donc apparemment une opposition, mais finalement sont quand même deux figures marginales de la littérature. Ce sont deux livres qui pour Cyrano, n'a carrément pas été édité de son vivant, puis a été édité quelques années plus tard, mais dans une version expurgée. Il a fallu attendre plusieurs moments plusieurs siècles pour avoir la version, un manuscrit de circulation avec le texte original. Et puis pour Lautréamont, il a édité à compte d'auteur et personne ne l'a lu avant la redécouverte en Belgique, voilà, et par les surréalistes après. Il y a quand même cette marginalité, une présence physique de l'auteur dans le livre, une façon de se mettre en scène dans le livre d'une manière très forte, qui fait qu'ils sont là, ils sont vraiment présents. Une théâtralité aussi revendiquée. Cyrano était aussi un auteur de théâtre et on le sent. L'oralité est incroyable dans les deux textes. Voilà, il s'agit des chants de Maldoror, donc il s'agit bien ils sont faits pour être dits. Il le dit d'ailleurs à un moment, je vais vous déclamer quelque chose, donc la déclamation est présente aussi, bien sûr d'une autre façon. Évidemment au XIXe siècle, on ne déclame pas comme au XVIIe siècle, mais il y a cette notion théâtrale qui est présente. Ça fait partie des intuitions qui m'ont guidé vers ce diptyque qui après pourra vivre, chaque spectacle pourra vivre différemment, mais là au Théâtre de l'Athénée c'est mis en relation. Lautréamont est un lecteur des classiques très attentif. On le sent dans l'écriture qu'il a lu Racine, il a lu aussi Homère, il avait une version en espagnol. Donc les grandes comparaisons sont issues aussi des comparaisons homériques. Il a lu Pascal dans les poésies, il va même prendre des phrases de Pascal et les retourner en les passant à la négative ou à l'affirmative quand elles sont à la négative. Et ça se sent dans sa phrase et ça se sent aussi dans la radicalité de ce à quoi il se confronte, c'est-à-dire qu'il va directement aux grandes questions existentielles, les grandes angoisses de l'humanité, comme il dit, il les affronte directement, les yeux ouverts et en pleine liberté et en essayant d'avoir tous ces moyens de conscience face à ça. Et chez Cyrano aussi, il y a une liberté du livre comme un espace où on peut tout se permettre, aller sur la Lune et y créer un monde plastique, changeant, qui ne fait pas système et où la confrontation à l'autre fait bouger les lignes du monde. Si vous pouviez travailler avec une personnalité du théâtre, morte ou vivante, française ou étrangère, ça serait qui? Ça fait longtemps, j'ai déjà travaillé avec elle une fois, avec Marie-Lou Marini, et qui a été une grande révélation de théâtre pour moi quand je l'ai vue chez Arias dès son entrée en scène en fait. Et ça a été un grand plaisir de travailler avec elle sur des lectures sur Sade et j'aimerais bien la retrouver. Si vous deviez conseiller une pièce, non pas à voir, mais à lire, ça serait laquelle? C'est une bonne question et elle est très vaste parce que on peut effectivement se construire des théâtres intérieurs avec beaucoup de pièces. Je trouve que Peer Gynt, c'est une pièce assez merveilleuse à lire et qui déploie un imaginaire qu'on fait assez volontiers fructifier, je trouve, dans la lecture seule. Cette année, quel a été votre coup de cœur en tant que spectateur? Je vais répondre par une pirouette parce que là ça m'échappe, mais parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais j'ai hâte d'aller voir Tarquin au Théâtre de Montreuil par Jeanne Candel avec la musique de Florent Hubert avec qui j'ai travaillé sur Traviata. Et puis j'ai des amis qui jouent dans le dernier spectacle de Dieudonné Nyanguna aussi, j'ai aussi très envie d'y aller. Voilà. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? C'est très changeant.
Ça dépend des moments, des jours, c'est pas systématique. En général, je m'échauffe un peu, voilà, vocalement, physiquement. Je repasse au plateau, je fais quelques mouvements qui peuvent être un peu délicats, s'ils sont un peu techniques, j'aime bien les refaire. Je vérifie ma mise, ce qu'on appelle la mise, c'est comment les accessoires sont placés sur le plateau au début du spectacle. Et après, on y va. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.